toutes et à toutes, bienvenue sur Ecofin Télévision, bienvenue surtout dans Décrypte Eco, votre émission de décryptage, évidemment, une émission de débat. Aujourd'hui, on va aborder le sujet qui ont fait, en tout cas, couler beaucoup d'encre et des salives pendant ces dernières semaines. Il s'agit évidemment des dossiers de l'installation de stations de forage et des lampadaires. On va aussi évoquer les différentes attaques contre l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Gilles Alingueté. Et on va également parler de dernières élections de gouverneurs ainsi que de sénateurs dans différentes provinces. Et puis, finalement, on va chuter avec les séjours français du président congolais, Félix Tshisekedi. Alors, pour développer, discuter, débattre de ces sujets, ensemble avec moi sur ce plateau, j'ai à mon extrême gauche, Gauthier Sey. Bonjour. Bonjour, chers collègues, confrères, merci pour l'invitation. Bonjour à l'équipe technique d'Ecofin et à tous les téléspectateurs de cette chaîne très bien équipée et félicitations pour la qualité du travail. Ouais. Je rappelle que vous êtes responsable d'un média en ligne, Netic News.net. Voilà, Neticnews.net. C'est un média en ligne, Neticnews.net, c'est là où nous faisons la presse écrite en ligne. Voilà. Et à mon extrême droite, j'ai Tony Antondi Bendila. Bonjour. Bonjour Osé, merci pour cette invitation une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ces programmes de Décrypte. Et je crois qu'ensemble nous allons échanger et puis permettre à ce que l'opinion publique soit éclairée des questions aussi importantes que vous avez évoquées ici tantôt. Tony Antoine Bendila, vous êtes donc le directeur des informations chez Ecofin Télévision. Tout à fait. Alors, on va vite fait s'y lancer dans le vif du sujet, les dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives ces dernières semaines. Il s'agit évidemment de ces dossiers, de ces fameux dossiers, de ces dossiers extrêmement critiqués de l'installation des forages ainsi que des lampadaires. D'abord évalué autour de 400 millions, on a revu, c'est là, on a réévalué et c'est là, on a revu à la baisse justement le coût global de ces projets à 298 millions de dollars. On a vu récemment le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors du briefing organisé par son collègue des médias et porte-parole du gouvernement, s'ériger comme étant celui qui a orchestré la réévaluation de ces contrats en vue de revoir à la baisse justement le coût. Il s'érige plutôt comme un sauveur, en salvateur, voulais-je dire. Qu'en pensez-vous, Gauthier Sey? Je commence par vous d'abord. C'est quand même regrettable de voir que certains gestionnaires se comportent de cette manière-là et que j'ai l'impression de dire que les voleurs qui crient aux voleurs, Nicolas Kazadi devrait avoir honte. J'ai suivi ses briefings, c'est vrai, je ne sais pas au pays. Et il n'y a pas longtemps, je venais de suivre l'un de ses complices, Samba Bacheli sur Top Congo. Et j'ai l'impression qu'ils veulent se moquer du peuple congolais. J'ai l'impression qu'ils veulent prendre le peuple congolais des boucles de gens qui sont amnésiques, qui oublient à chaque 5 minutes, à chaque 10 minutes. Mais écoutez, chers amis, on vous présente un projet de lampadaires où on achète un seul lampadaire à 5 000 $. On commence d'abord par les stations de forage et puis on va chuter par les lampadaires. Il vous dit, voilà, les projets, je les ai trouvés et que le projet était proposé par le ministère des tutelles, qui est le développement rural, et que les projets étaient déjà sur la table de l'ancien ministre, comment il s'appelle encore, Sélé Yalagouli, qui lui a succédé, et que, alors que Sélé Yalagouli avait demandé à ses techniciens de créer un cadre, n'est-ce pas, des discussions avec les experts du ministère du développement rural et les clients qui voulaient gagner ces marchés afin de voir les tenants des aboutissants parce qu'il avait estimé que les prix étaient exorbitants. Et alors, Nicolas arrive, aussitôt arrivé, il se précipite d'abord à payer les messieurs 27 millions de $. C'est lui qui avait gagné ces marchés-là, monsieur Mike Etienne Kassenga, le patron ou le PDG de Stiver Construct, une entreprise mallette qui ne paye même presque pas les taxes. Une entreprise mallette. Une entreprise mallette. Je vous rappelle que ces messieurs ont été arrêtés à l'époque de Kabila parce qu'il avait gagné un marché bidon comme ça, où il devait construire certaines routes, ce qu'il n'a pas pu faire, et il a été arrêté et transféré à la prison de Makala. Par la magie, c'est pas moi, de la mafia toujours, il s'est retrouvé à Bruxelles. Quand Nicolas arrive aux affaires, il devient ministre des Finances. Les messieurs, à un certain moment, il avait esté la République en justice et il exigeait qu'il soit dédommagé. Pour lui, il a été arrêté abusivement. Voilà. Ce qui n'a pas été fait depuis les 18 ans de Kabila. Nicolas devient ministre des Finances. Dans les 2 ans, les messieurs reviennent et on impose à la République de dédommager les messieurs à 27 millions de $, cher ami. Voilà. Et ces messieurs ont été payés en procédure d'urgence par Nicolas Kazadi.
Quelques temps après, les messieurs gagnent encore un marché. Des 398 millions pour les forages, 1000 forages, en raison de quelques forages dans chaque territoire. Et les messieurs vous disent, Nicolas, il se permet de dire à l'opinion congolaise, comme quoi il a estimé que 398 000 $ par forage, c'était exorbitant. Et lui, il a travaillé avec son équipe pour réduire à 297 000 $. 298 environ. Pour 1340 forages, je signale. Et pour lui, c'est ça l'avancée. Pour lui, il a aidé la République. Mon cher ami, nous sommes dans quel pays? C'est quel type de forage? C'est quel type de forage? Donc, pour la première fois, on veut nous doter des forages de luxe, alors que dans ces pays, nous avions vu des gens faire des forages. L'opposant Moïse Katumbi en a parlé, Martin Fayulu, tout le monde en a parlé. C'est une question aujourd'hui qui touche et l'opposition, la société civile, mais aussi c'est de la majorité. Vous avez vu les chefs de l'État à Paris, la diaspora congolaise, elle a crié au voleur. Elle a demandé au chef de l'État d'arrêter les Mihibi, notamment de Lingui Forage. Ça, c'est exorbitant. Et ces gens-là, mon cher ami, ils ont touché 71 millions comme premier fonds pour commencer les travaux. Pour environ 240, quelques forages presque. 241 stations. Ils n'ont jamais rien fait. Jusqu'à ce jour. Ils se sont partagés de l'argent. Pendant que je vous parle, j'ai la vidéo où les agents de Stiver Construct sont en train, n'est-ce pas, ici, de réclamer leur argent. Ils sont impayés depuis octobre 2023. Le 2 juin 2023, Stiver Construct écrit à ses employés. Il leur dit qu'ils sont en faillite, ils n'ont pas de moyens. Donc l'argent décaissé en procédure d'urgence n'a servi à rien. Non, mais ça a été partagé par les parrains, c'est Nicolas Kazadi et Bacheli, vous prenez Mike Etienne Kassenga et Amadou Djabi. Ce sont eux les parrains de cette mafia, ce sont eux les complices de Nicolas Kazadi. Ils se sont partagés de l'argent. À un certain moment, nous ne devons plus mettre des gants, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Ils se sont partagés cet argent. Les amis qui ont travaillé, je suis entré en contact avec quelques ingénieurs de Stiver Construct. D'ailleurs, ils ont été recrutés 2 mois après avoir gagné les marchés. Donc, ils ont gagné les marchés sans expertise parce qu'ils étaient proches parents, amis, c'est pas moi de Nicolas Kazali. Ils gagnent les marchés comme ça. Ils sont payés en procédure d'urgence des forages. C'était un marché de gré à gré d'après vous? Des gré à gré, payés en procédure d'urgence tout simplement parce qu'ils sont proches parents. C'est pas Mike Etienne Kassenga, il est cousin ou il est parentin à Nicolas. Il s'est payé de l'argent comme ça, du trésor public. Chose que le ministre des Finances a démenti lors du briefing. Mais non, mais attends. J'ai suivi, ils ont mis sur la toile une lettre là du service passation de marché. Eux ils disent non, c'était pendant la période de Covid, on ne pouvait pas. Mais mon cher ami, qui ne sait pas que le ministère des Finances a les techniciens? Qui ne le sait pas? Et lui-même, Nicolas Kaza qui vous parle, vous savez qu'il a transformé son village, il a mis des forages, il a mis de l'eau, il a mis des lampadaires. Est-ce que lui, il en a acheté à 297 000 $ un seul forage? Lui-même, Nicolas Kaza, il peut venir aujourd'hui nous présenter son projet parce qu'il a électrisé son village. Alors qu'il est à quelques kilomètres du village natal du chef de l'État. Rien n'est fait de l'autre côté. Miel aujourd'hui, c'est presque une cité. Il y a de l'eau là-bas, il y a des lampadaires. Lui, il en a acheté à ces montants-là. Ils ont dit qu'ils achetaient ça, ce qu'ils faisaient, ils achetaient ça en Belgique. Mais nous sommes tombés sur les documents. Malheureusement, c'est resté dans mon vécu. Où ils achètent tout à Kingabois. Et il y a une structure qui est à Kingabois, où ils font des commandes. Et ces gens-là, ils sont en contact avec certains Chinois. Et ça s'achète en Chine. Tout compte fait, ça vous fait 25 000 $ pour faire un forage. 25 000 $. 25 000 $. Mais ils ont taxé la République à 297 000 $. Regardez la méchanceté. Alors, ils paient en procédure d'urgence parce qu'il s'agit d'un proche parent. Alors que dans ces pays, nos amis qui ont travaillé pour nous sauver la vie pendant le Covid, ils sont un pays. Nos amis qui ont travaillé pour la réussite de 9e G de la francophonie, ils sont un pays. D'ailleurs, ils ont récemment... les agents de la DGI arriérés attendent leurs primes. Ils font des recettes. Combien de sit-ins ils ont fait devant Nicolas Kazali? Nicolas Kazali, tout ce qui l'intéresse, c'est les projets de ses proches parents. Et comment maintenant, vous avez suivi pour voir que c'est un réseau de mafieux de la République. Vous avez suivi l'un des complices, Bacheli, sur Top Congo. Il vous dit non, et d'ailleurs nous nous sommes sacrifiés, et le Congo c'est le 21e pays où on vient faire ce travail. On lui demande de citer quelques pays, il vous cite la Guinée, et il vous cite les Mali. Lui-même, Bacheli, c'est un Malien. La Guinée, pourquoi? Parce qu'Amadou Djabi, c'est un Congolais guinéen. Ils ont cité les pays où ils peuvent manigancer. Mais ils devaient nous citer les pays où ils n'ont pas d'influence, où ils n'ont pas d'origine. Ça, regardez comment la mafia fonctionne dans ces pays. Donc, si on doit... en cause la crédibilité même de personnes à qui on a donné ces marchés. Non, mais il y a un problème de crédibilité. Mais ils vous disent qu'ils ont travaillé dans 21 pays. Les Congo, c'est le 21e pays. On les demande de citer même 5 pays. Ils étaient incapables de citer les pays où ils n'ont pas d'origine. La Guinée, c'est un pays d'origine de Amadou Djabi.
c'est un Guinéen congolais. Le Mali, c'est un pays d'origine des Bacheli. Donc, c'est un groupe de mafieux, mon cher ami. Ils se sont organisés avec leur parrain, Nicolas Kazadi, pour piller la République. Heureusement que l'opinion congolaise s'est saisie du dossier. Aujourd'hui, ce n'est plus un dossier de l'IGF, ce n'est plus un dossier des médias, ce n'est plus un dossier de la justice, voilà. C'est maintenant un dossier de la population. La population veut voir les forages. C'est maintenant un dossier de la population. C'est un dossier de la population. Et même la diaspora s'est invitée dans les débats. Même s'ils ne sont pas ici, mais ils ont des frères, des tantes. Voilà. Vous savez combien de compatriotes, mon cher ami, meurent à cause de l'eau sale? Il faut aller au village. Il y a nos frères et sœurs qui vont puiser l'eau de la rivière. Et ils sont exposés à la typhoïde. À combien de maladies? Et vous avez des gens comme ça qui se disent hommes d'État, ministre argentier national, alors qu'en réalité, c'est un argentier familial. Alors, GCC, je vais revenir vers vous. On va cette fois-ci prendre Tony Bendila. Le dossier de forage, bien que plusieurs experts, on l'a vu, notamment avec les structures de l'organisation de la société civile, l'ont dénoncé. Plusieurs experts en la matière disent que le coût était extrêmement exorbitant. Tout à l'heure, comme je disais à l'introduction, il y a le ministre des Finances, on l'a vu pendant le briefing, s'est érigé plutôt en sauveur. Il dit qu'il a fait des efforts pour qu'on puisse revoir à la baisse les coûts globaux de ces projets. Mais qu'en pensez-vous? Mais moi, je crois que sur la question des lampadaires et des forages, ouais, il y a eu tellement d'éléments déjà mis sur la place publique. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la justice qui est entrée en jeu, qui a quand même bloqué Nicolas Kazadi et tous ceux qui sont liés à ces projets d'installation des forages ne peuvent plus se déplacer parce qu'il y a des éléments vraiment qui sont très salés, qui portent sur sa réputation, mais aussi sur son action dans la gestion des finances publiques. Moi, je voudrais d'ailleurs insister sur la question des paiements en procédure d'urgence parce qu'actuellement, il y a également un autre dossier. Je crois que les gens n'en parlent pas assez. Il y a les dossiers des véhicules des diplomates. Il y a eu des décaissements depuis 2022. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait autorisé à ce qu'il y ait un décaissement. Il y a une correspondance officielle qui circule déjà dans les réseaux et nous avons pu consulter ces documents-là où on voit clairement le ministre Nicolas Kazadi demander à la Banque centrale de payer, je crois, près de 8 millions de dollars à la société Sada Motors. Toujours en procédure d'urgence. En procédure d'urgence, alors qu'en la procédure d'urgence, en réalité, c'est un mode exceptionnel de paiement. Mais aujourd'hui, c'est devenu le mode principal. On en a en tout cas les pressions. Si on évoque la question de la pandémie, c'est devenu comme un motif. Si on évoque la question la question des lampadaires, déjà quand on parle des procédures d'urgence, on sait que la chaîne de la dépense n'a pas été suivie comme il se doit, parce que là, les choses doivent pas aller beaucoup plus vite. Donc voilà, on évoque la question des lampadaires. Nous avons vu les gouverneurs de la ville et Nicolas Kazadi s'est tiré dessus. On vient sur la question des forages, la même chose. Et aujourd'hui, il y a un autre dossier, l'histoire des véhicules des diplomates. Jusqu'aujourd'hui, les diplomates congolais, bien qu'il y ait des décaissements, mais n'ont jamais pu à obtenir leurs véhicules. C'est cela le vrai problème. C'est pourquoi justement il faudra se poser la question. Mais est-ce que tout ce qui s'est fait, tout ce qui est en train d'être fait ces dernières années par l'inspection générale des finances, par la Cour des comptes, par l'APLC, l'agence de la présidence sur la lutte contre la corruption, il y a aujourd'hui le CNRF également qui est sous derrière les directives du ministère des Finances. Mais je me demande, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une certaine conscience en termes de la gestion des finances publiques, parce qu'on a l'impression voilà, mais bien que la justice, bien que la justice prenne les pas, parfois parce qu'on a vu des dossiers qui ont été ouverts et puis après il y a plus rien, puis que la justice traîne les pas, mais on sent qu'il y a d'autre côté, du côté de l'inspection générale des finances, quand même des efforts qui sont fournis justement pour dénoncer, parce qu'il y a également la désapprobation sociale lorsque l'inspection générale des finances pose prix aux voleurs. Oui, voilà, lorsqu'il dénonce, lorsqu'il y a des rapports détaillés, il y a quand même des gens qui se disent, bon voilà, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Les auteurs, aujourd'hui par exemple, on évoque ces multiples dossiers où il y a eu l'argent, on a l'impression que l'argent de l'État est jeté à travers les fenêtres. On a l'impression que l'argent... Mais voilà justement, c'est pourquoi il faudra, on ne peut pas rester seulement dans la dénonciation, on doit également sensibiliser, à appeler l'appareil judiciaire de la République, la justice de notre pays,
de s'occuper également efficacement avec sans complaisance des questions. Tout à l'heure de la décision du procureur général près la Cour de cassation. Justement, ministre des Finances. Justement, les ministres des Finances. Ministre du développement rural. Justement, mais il fallait suivre. Vous avez évoqué. Déjà quelque chose. Bien entendu, mais ça traîne les pas. Mais il n'y a que ça. On lui dit de ne pas se déplacer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments. Et les organisations de la société civile, il y a les experts, il y a la presse, il y a un travail de fond, il y a l'IGF. Il y a l'IGF qui a assez de données également. Mais aujourd'hui, les ministres des Finances devaient venir expliquer clairement comment est-ce qu'un seul forage pouvait avoisiner près de 300 000 $. C'est inimaginable. Pensez-vous pas que la justice devrait réunir suffisamment d'éléments? Mais bien entendu, la justice ne peut pas ouvrir un dossier simplement sur base de les allégations et tout. Bien entendu, bien entendu, je ne parle pas d'isoler un seul fait, c'est-à-dire les questions liées à ce forage. Je prends globalement les affaires. Il y en a multiples. Lorsqu'il y a des dénonciations comme ça et lorsque les institutions sérieuses, comme je viens d'évoquer l'inspecteur général des finances, et je viens d'évoquer Gilles Alingité quand même qui, en fait, lui et ses inspecteurs qui sont vraiment au fond sur les dossiers. Donc moi, je voudrais ici insister sur un fait. En tout cas, l'appareil judiciaire doit aider la lutte qui se fait actuellement. Déjà à l'étranger, à l'international, mais comme il se doit suivre, comme il se doit. Parce qu'en fait, on a l'impression que l'appareil judiciaire traîne les pas. Donc aujourd'hui, je crois que avec toutes les dénonciations, moi je crois que la presse joue un rôle, la presse a un quatrième pouvoir, son rôle c'est aussi d'aider la justice à faire un travail. Avec toutes les données aujourd'hui mises à la place publique, je crois que ça peut également faciliter la tâche à la justice pour aller beaucoup plus vite. Voilà, aujourd'hui, parce qu'il y a eu, ça c'est mon avis, parce qu'il y a eu clameur publique, la justice a pris une décision, mais après on attend voir la suite. Mais je peux évoquer aujourd'hui plusieurs affaires, vous allez vous rendre compte que ça commence comme ça et puis plus rien. On sait qu'il y a des pesanteurs derrière, on sait qu'il y aura des pots de vin qui circulent et on espère que la justice va être assez efficace pour en tout cas tirer au clair ce qui se passe, et puis on espère qu'il y aura également des sanctions politiques, parce qu'il doit y avoir des sanctions politiques. Et Nicolas Kazadi, c'est l'argentier national entre guillemets, parce que déjà cette expression-là est remise en cause. Donc aujourd'hui, moi je crois que il doit y avoir des sanctions judiciaires, mais aussi politiques pour passer un message. Pour passer un message, le finance de l'État, ce n'est pas pour blaguer. Il y a assez d'urgence dans ces pays. Bon, on évoque les questions de forage. C'est pour donner une denrée rare aux Congolais. Si les forages constituent une urgence pour le pays, mais qu'en est-il des lampadaires? Non. 13 millions de dollars américains. J'ai dit ceci. Pour environ on doit s'entendre. Plus de 2000 lampadaires. Non, on doit s'entendre. La question de l'eau, que ce soit une urgence ou pas, cela n'exclut pas le fait qu'il faudra suivre la chaîne de la dépense. Cela n'exclut pas. Bon, vous évoquez la question des forages. Mais si on souligne la question de lampadaires, on prend la question des véhicules des diplomates. Mais en quoi tout ça est urgent, ou en quoi tout ça doit être payé en mode d'urgence? C'est cela les vrais problèmes aujourd'hui. Mais donc, je crois que, en tout cas, quoi qu'il y a et qu'il pourrait y avoir d'un jour à l'autre les décisions judiciaires autour de cette question, mais il doit y avoir également des sanctions politiques contre Nicolas Kazadi, mais aussi contre tous ceux qui sont autour de lui, parce qu'il y a une sorte de constellation des gens bien organisés et qui visent avec précision les finances publiques. L'objectif, c'est de piller les trésors publics. C'est ça l'objectif final pour des intérêts personnels. Et il faudra en tout cas faire un travail de fond sur cette question-là. Il faudra vraiment et j'insiste et je l'ai dit, il doit y avoir des sanctions en termes d'exemple pour ceux qui vont venir après au ministère des Finances ou ailleurs. Qu'ils sachent qu'on ne peut pas boutiquer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que le ministère des Finances était en train de dire, écoutez, les techniciens dans ces travaux, c'est les ministères du développement rural. Justement. Donc on dira carrément qu'ils étaient en connivence. Mais on dira quasiment qu'ils étaient en connivence. Il y a les experts au ministère des Finances qui sont là pour évaluer les coûts. Pourtant, voilà. on a carrément pas vu le ministère du développement rural réagir. C'était beaucoup plus le ministère de Finances qui rétorquait à chaque fois. Qu'ils réagissent ou pas, je crois qu'il y a déjà
la justice qui s'est saisie de la question, ils iront de toutes les façons réagir là-bas. Et puis les gens se questionnent d'ailleurs sur l'opportunité du dernier briefing. Les gens se disent que c'était une sorte de tribune donnée au ministre des Finances pour se défendre. Mais après, on verra la suite. Mais de toutes les façons, tout ce qui se rapporte à ces projets de forage, à ces projets de lampadaires, il n'y a que des flous et il n'y a aucun sérieux au cœur de ces affaires. Là, vous avez brossé carrément les deux. Je vais revenir vers vous, Gauthier Sey, par rapport au deuxième sujet, justement, les différentes attaques contre l'IGF et son inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alingué-Tekei. Ces agitations à l'oreille, justement, de la formation du gouvernement souminois n'acquisent-elles pas un certain malaise au sein du gouvernement sortant? Ces attaques-là, il faudra redire pour comprendre que ce sont des médias qui sont en connivence avec ceux qui se sentent mal à l'aise avec la patrouille financière de l'IGF. Je vous raconte quelque chose. Ce matin, je lisais un article de presse qui rapportait les allégations d'un ami, un collègue, un confrère, en fait, un condisciple. Ensemble, nous avons fait l'IFACI, qui est aujourd'hui les communicateurs de l'Union Sacrée. Je l'ai suivi et raconté une histoire où il a été approché dans le cadre d'un complot contre l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingué-Tekei. Et cela a donné un aperçu de ce qui se passe réellement en termes de complot contre l'IGF, qui avait annoncé en début de cette année que la patrouille financière va être durcie, va être encore beaucoup plus solide. Et donc voilà, c'est tout à fait normal que ceux qui appartiennent à des réseaux mafieux, qu'ils recrutent des journalistes. Gauthier, c'est la si bien dit, il y a des moutons noirs, il y a ceux qui sont venus, il y a des journalistes, qui n'ont, non, ce sont des confrères, mais on doit se les dire. Il y a des confrères qui ont une notion de la responsabilité sociale du journaliste. C'est-à-dire, pour eux, faire union avec les prédateurs des finances publiques et s'en prendre à ceux qui s'efforcent pour assainir les finances, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'évoquais ici la question du confrère qui a expliqué clairement, c'est-à-dire la place publique, les complots qui s'est tramé contre Jules Alingué-Tekei. Il y a un groupe d'individus qui ont pris la décision d'aller monter des images ainsi de suite et de trafiquer des messages sonores, voilà, pour imiter la voix, et même la signature et tout. Il y a des dossiers. Même ici à Ecofin, on a eu à traiter des dossiers aussi sensibles comme cela. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'individus qui sont là, ils se sont dit, bon voilà, on va faire un groupe, on va monter des stratégies pour nuire à la réputation et à la personnalité de l'inspecteur général des finances, parce que c'est lui qui mène les combats au jour le jour. C'est lui qui mène la bataille de l'IGF. Et puis, côté, il a également dit, les confrères, il l'a également dit, il y a les inspecteurs de l'IGF qui sont sur les terrains. Les inspecteurs de l'IGF qui sont sur les terrains et qui font face à des millionnaires. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu les inspecteurs, la vidéo a d'ailleurs largement circulé. Nous avons vu ces inspecteurs être sermonnés par les ministres de l'EPST parce qu'ils étaient allés suivre un dossier sensible. Il y avait la vidéo a circulé. On a vu les ministres mécontents alors qu'il était devant les agents de l'État qu'il était censé protéger. Mais on a vu les ministres les sermonner et l'affaire a fait grand bruit à travers la ville. Donc, là, pour dire que les travaux que ces inspecteurs mènent sur le terrain. Après, le bureau du comptable mais tout à fait a été scellé. Mais a été scellé. Les inspecteurs ont été conduits manu militari auprès du procureur qui a dit, écoutez, ils sont en train de faire leur travail et ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur droit. Ils ont été libérés et quelques jours après, le bureau du comptable a été scellé. Imaginez, ça c'était au grand jour. Jusqu'à ces jours. Voilà, il a fait jusqu'à ces jours. Il y a des là, c'était devant la caméra. Mais est-ce que nous savons ce qui se passe en dehors des caméras? Ce qui s'organise, ce qui se fait. C'est pourquoi il faudra... Comme Gauthier l'a dit tout à l'heure... Mais justement, il faudra... C'est pour crainte que ces inspecteurs mais tout à fait. Mais prenons 6 années en arrière. Est-ce qu'on pouvait voir un inspecteur des finances de l'IGF se mettre devant un ministre en fonction, tenir tête, échanger, porter ses arguments? Vous vous dites que cela pouvait être possible il y a de cela 5 ans passés? Moi je vous dis non. Et tout ça est aujourd'hui
possible parce qu'il y a eu une nouvelle administration, mais d'ailleurs beaucoup de pouvoirs que les chefs de l'État a accordé à ces services rattachés à la présidence, qui est l'inspection générale des finances, et beaucoup de pouvoir à la nouvelle administration qui est venue et qui a pris la décision de mener à bien l'action de l'IGF. Mais aujourd'hui, nous avons tout à craindre pour les inspecteurs qui sont sur les terrains. Ça, il faut se le dire. Parce que les réseaux qu'ils attaquent, ce sont des millionnaires, ce sont des gens qui se sont enrichis sur les dos des trésors publics. Ce sont des gens qui ont des contacts avec des milliers assez sulfureux et qui peuvent faire du mal physiquement, je l'ai dit, à ces inspecteurs. C'est pourquoi il faudra... Ces inspecteurs qui ont d'ailleurs la bénédiction du chef de l'État. Mais bien entendu, mais ce sont des cyniques. Ça ne dit rien pour eux. Ça dit est-ce pour eux qu'un inspecteur et la bénédiction du chef de l'État représente quelque chose? Mais pas du tout. Nous l'avons vu comment est-ce qu'ils ont été maltraités. Allez, si ça j'ai dit, c'était devant la caméra. Voilà, il y a des services, des gens qui ont été autorisés à prendre les images et à les balancer dans les réseaux sociaux pour discréditer l'action des inspecteurs. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi moi, j'insiste aujourd'hui qu'il doit y avoir un soutien efficace de l'opinion publique pour l'IGF, à l'IGF et aux inspecteurs qui sont sur les terrains. C'est-à-dire, ces soutiens-là doivent être de différentes formes, c'est-à-dire dans nos discours et même dans nos actions. Parce qu'il peut se retrouver que ces gens-là soient malmenés de manière très dangereuse. Parce que moi, je te l'ai dit, quand les intérêts vitaux de certains dinosaures, de certains dignitaires sont mis à mal, ils sont prêts à tout. C'est une question de survie. C'est une question de survie, ce qu'on appelle l'instinct de survie. Quand ils se rendent compte qu'ils sont mal à l'aise, qu'ils ne peuvent pas agir comme il se doit, et donc à ce moment-là, ils vont paniquer, ils peuvent faire même l'irréparable. Et donc c'est pourquoi justement les soutiens, moi je rencontre Essaye quand il dit qu'aujourd'hui c'est à 90% c'est qu'ils soutiennent. 90%, mais tout à fait, mais c'est tout à fait. On n'a même pas à réfléchir deux fois. La preuve est là, vous verrez que tous les délinquants financiers accablés par les rapports de l'IGF, ils sont sanctionnés. Ils n'ont pas été votés, la population ne les a pas votés. Vous avez vu que récemment c'est Nicolas Kazali qui était accablé. Il est allé comme candidat sénateur, il n'est pas passé. Les sanctions émanent également malgré les moyens. Donc la population s'approprie des rapports de l'IGF, il s'approprie aussi du travail de la justice, mais aussi des dénonciations. Je pense qu'elle est déjà éveillée et c'est une façon pour moi aussi de jeter des fleurs à cette population qui a son 4e cycle électoral. On revient vers vous. Je vous rappelle que Nicolas Kazadi venait ici de perdre au sénatorial à Mboujimai. Justement, puisque vous avez tout simplement parce qu'il est accablé à ces dossiers. On va chuter, avant de chuter, on va prendre aussi ces avant-derniers dossiers qui a en tout cas alimenté l'actualité ces derniers jours. Alors, les dernières élections des gouverneurs et sénateurs. On a parlé tout à l'heure des sanctions que la population réservait à certains politiques, mais cette fois-ci, on va justement parler de priorités, des priorités. On va prendre par exemple le cas de la ville-province de Kinshasa. On avait Jean-Tini Ngobila sortir. Actuellement, il y a un nouveau patron à la tête de l'exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa. C'est Daniel Bumba. Les tickets étaient Bumba Ieli qui ont remporté donc les élections, en tout cas avec une majorité écrasante. D'après vous, Tony Antoine Dubendila, je vais commencer par vous, vu que j'étais déjà avec vous. Alors, d'après vous, quelles sont les priorités? D'abord, par rapport à la ville de Kinshasa, pour le nouveau ticket, ou plutôt les tickets, mais les priorités à Kinshasa sont connues. Mais je voudrais rapidement revenir sur un fait. Moi, j'ai été mal à l'aise quand j'ai vu les gouverneurs aller s'agenouiller chez les prédicateurs Mukuna. Bon, moi, j'ai été gêné. Je me suis dit, peut-être ce sont ses convictions religieuses. Mais moi, je crois que quand j'ai vu également une dame qu'on a semblé présenter comme sa mère, jeter de l'argent, je crois que c'est en termes de moralité, je crois que ce n'est pas bon, même en termes de l'image. Et bon, concernant les priorités à Kinshasa, elles sont nombreuses. La ville est sale, très sale. D'ailleurs, les gouverneurs s'entend dire que Atiginda Bafoul, les belés, comparé avec Bafoul. Donc vous voyez, il faut comprendre que la ville est très sale, c'est déjà une priorité. Et vous savez qu'il y a la question des embouteillages et ainsi de suite, il y a ça, il y a l'insécurité, il y a le coulou, là, surtout les phénomènes et vachement des retours.
vachement des retours. Dans certaines communes, c'est compliqué, bien qu'il y a actuellement, ce qu'on appelle Panthère Noire, c'est qu'on appelle Panthère Noire. Donc je crois qu'en termes de priorité, il y en a nombreuses. Le gouverneur est là, il vient fraîchement d'entrer, il va nous présenter dans pas longtemps son gouvernement provincial. Et je crois qu'il pourra s'attaquer à ces priorités. On a vu beaucoup de politiques, beaucoup de professionnels de médias fustiger, condamner ces élections, car d'après eux, c'était des élections entachées de ils n'ont qu'à les prouver. Bon, ils n'ont qu'à les prouver. Nous avons suivi en direct certaines élections. Bon, souvent, il y a des véhicules ont été remis à certains candidats. Bon, ça se raconte. Hein. Moi, je n'ai pas d'éléments d'information. Nous avons vu des vidéos circuler, ça se raconte. Bon, la question de corruption, nous avons vu la justice, même les procureurs généraux, après la Cour des cassations avait insisté là-dessus parce que la corruption, en tout cas, des grands électeurs chez nous, c'est monnaie courante. Hein. Ça dit, ce n'est pas à cacher. Et puis, notre société, vraiment, la corruption, c'est vraiment ancré. Et donc, l'appareil judiciaire, en fait, la Cour des cassations avait pris quand même des mesures ensemble avec la CNI pour contrer. Et on croit qu'il y a, parce qu'en fait, il y a des choses qui se sont racontées. Il y a nous avons vu certains candidats sénateurs s'est retirés, soi-disant, ils ont dit qu'il y a eu des députés qui étaient séquestrés. Il y a eu des demandes des 50 ou 100 millions, 100 000 $ pour une voix. Ce sont des allégations comme ça. Maintenant, après, on va laisser la justice agir pour voir si après il y a eu véritablement ces faits, si ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause ces élections. Mais non, ça ne va pas remettre en cause les élections. Mais c'est lui qui trouve que il y a eu irrégularité, il peut aller faire recours et puis on verra la suite. Après, voilà, que les gouverneurs, celui qui est là, pour Kinshasa, qu'il fasse ce qu'il peut, parce qu'en fait, il y a une priorité. Kinshasa, c'est pratiquement un pays, c'est la superficie avec d'autres pays. Et puis, Gauthier Sey, les élections de gouverneurs et des sénateurs. Tout à l'heure, avec Tony Antonio Bendila, on parlait justement des allégations, des corruptions qui ont entaché justement ces élections. Qu'en pensez-vous de toutes ces accusations? Sont-elles de nature à empiéter même au résultat final de l'élection, notamment ici dans la ville province de Kinshasa? Pendant que mon confrère est en train de parler de Koulouna, j'ai très mal quand j'ai vu directement l'image de Bacheli dans son salon, où il a mis un groupe électrogène, alors que les Koulouna là, l'objectif qu'on avait donné de 13 millions, c'était de mettre l'éclairage public dans des grands acteurs pour éviter les Koulouna. Et aujourd'hui, c'est l'une des raisons des Koulouna, parce qu'il a détourné l'argent. Nos frères et sœurs qui sont violés, qui sont blessés, c'est parce que Bacheli et ses complices, ils ont bouffé l'argent de Lampadaire. Mais je le vois quand même dans un salon IP, et puis il a mis un groupe électrogène, il est en train de dire, bon voilà, moi j'ai travaillé. Ça me fait très mal, mais aujourd'hui, on a que déjà, Dieu pardonne les détourneurs de la République. Maintenant, les élections. Les élections. Moi, je pense que je ne suis pas d'avis avec mon confrère. Ces élections sont à annuler sur toute la ligne. Elles sont à annuler sur toute la ligne. Nous attendons la CENI des Pourquoi donc? Oui, mais à cause de la corruption. Mais qui ont dénoncé la corruption? Il y a des allégations, justement. Ce ne sont pas des allégations. C'était, n'est-ce pas, ceux qui prenaient part à ces élections. Combien de sénateurs ont désisté parce qu'on les a exigé les biens matériels ou des sommes d'argent? Ce sont des témoins. La justice doit déjà capable de prouver, effectivement. Voilà, certain. Mais j'ai suivi une gouverneure de Kasaï Central, si je ne me trompe pas. Elle dit que j'ai des vidéos, place besoin 30 000. Sinon, on a publié un mot. Je pense que les grands électeurs ont été prudents pour ne pas se corrompre à ciel ouvert. Mais les corrupteurs aussi devaient avoir des garanties. Et je sais que à malin demi. Et penser que non, en faisant ça, il n'y aura pas de traces. Mais je pense que les corrupteurs qui n'ont pas été élus, qui s'est vu bouffer son argent, pendant que je venais sur votre plateau, on m'appelle par un de mes correspondants à Kikwit, il me dit non, mais un candidat sénateur vient d'attraper un député provincial et ils se sont en train de se chamailler, il lui réclame 45 000 $ parce qu'il ne l'a pas voté, il a voté quelqu'un qui avait donné 60 000 $. Et le monsieur a pris fuite pour venir déposer l'argent. Le vote est secret. Le vote n'était pas secret. Vous avez vu dans certaines assemblées provinciales où un député s'est fait accompagner d'un autre député.
où un député s'est fait accompagner d'un témoin, d'un candidat sénateur ou d'un gouverneur. Ça, déjà, ça a été condamné par la CENI. Et ça viole même la loi électorale de notre République. Et là, nous avions vu des jeeps être saisis par la justice. Nous avions vu les responsables des partis politiques dire que non, on voulait doter nos députés. Pourquoi seulement à ces moments? Ils ont été élus il y a 1 mois, 2 mois. Pourquoi ils n'ont pas été dotés des jeeps? Vous les dotez seulement pour venir voter. Les jours du vote qui viennent en jeep. Alors qu'il y a eu l'ouverture de la plénière, il y a eu validation du mandat. Là, vous n'avez pas vu. Il y a eu installation du bureau d'âge. Là, ce moment-là, les jeeps n'ont pas été donnés. Donc, j'estime, mon cher ami, que rien ne peut sortir de ces députés et de ces sénateurs. Parce qu'ils ont été élus sur base de la corruption. Et tous, ils ont donné, je vous confirme ici, moi-même, j'étais sur terrain, j'avais des correspondants presque partout. Je vous confirme ici que la plupart de ces députés, à 90%, ils ont été élus sur base d'argent. Regarde bien la configuration. Les élus, ce sont les riches. Ce sont des gens qui ont eu à gérer ou qui ont des affaires quand même florissantes. Ça, bon. Les gens qui n'ont rien n'ont pas été élus. Pour être élu député aujourd'hui, il fallait avoir pas moins de 30 000 $. Alors, donc, les ambitions qui nous sont légitimes, même si tu arrivais d'avoir des ambitions, tu n'allais pas passer. Parce que c'était de l'argent qui décidait, c'était l'argent qui parlait. Et il y a eu également les élections des gouverneurs ici à Kinshasa. Les élections des gouverneurs entachées, émaillées de la corruption. La plupart des gouverneurs ici, ils ont corrompu pour être élus. On ne peut rien attendre d'eux. Peut-être qu'ils sont là, d'autres se sont même endettés. Je vous rassure ici que d'autres, prochainement, je viendrai avec des noms. Si la justice ne fait rien, si la CENI n'invalide pas administrativement et la justice n'annule pas ces histoires, on sera obligé, en tant que quatrième pouvoir, de venir vous citer les noms. Et je reviendrai sur votre plateau vous dire, tel candidat gouverneur, Réva Lapouille, il a saisi telle banque pour avoir un crédit de 3 millions et regarde dans tel hôtel, c'est là où il recevait, et dans telle chambre, c'est là où il recevait les députés nuitamment. À 2 h du matin. C'était là l'hôtel du fleuve. Je pense que s'il nous suit, il se reconnaît déjà dans cette histoire. Je suis arrivé là. Je vois les députés sortir. Oh, Kouloutou Boni. Ah, goûtez c'est. Ah, n'a comme la café soit descendre. Yo fait les Kouloutou un article oté na kabeo tia kabira. Ah, Kouloutou côté ici combien? Yo na ba foutu oté. Pour ka ba descendre na tia kabira. Donc vous comprenez déjà ce que je vais dire. Je pense que ces élections, la CENI qui a invalidé certains candidats publiés plutôt avant la publication provisoire des résultats aux élections législatives, nous attendons que cette CENI-là puisse aussi annuler les élections de certaines provinces et de certains sénateurs. On court derrière le temps. Il y a des gouverneurs, il y a des candidats gouverneurs, je chute par là, il y a des candidats gouverneurs qui ont dénoncé la corruption parce qu'ils étaient en contact avec des grands électeurs, ils ont exigé de l'argent. Il y a des candidats sénateurs, ce sont déjà des témoins. Il faut les inviter pour qu'ils donnent des preuves et sur base de leurs allégations, qu'on puisse, n'est-ce pas, ouvrir des actions judiciaires. Sinon, mon cher ami, on aura des gouverneurs qui vont venir vous dire, nini 2 mètres qui à full, natigé 1,5 mètre. Tout simplement parce qu'ils vont passer tout leur temps à rembourser d'abord les crédits banques qu'ils ont eu pour se faire élire au lieu de travailler pour la province. Alors je disais, en cours derrière le temps, on va vite fait aborder le tout dernier sujet, les séjours français de Félix Tshisekedi. Pendant son séjour, il a notamment pris part à la table ronde sur les affaires et avec les investisseurs français par rapport aux investissements justement. Et il a également été à l'école de guerre de la France. On a justement abordé, il a échangé avec le ministre français des armées et de leur conversation. Est sortie une coopération militaire entre la RDC et la France. On est loin de l'épisode où on envoyait Tshisekedi Macron carrément à couteau tiré. Aujourd'hui, les relations entre Paris et Kinshasa sont au beau fixe. Aujourd'hui, Paris s'érige en partenaire privilégié, entre guillemets, de la RDC. Peut-on attendre quelque chose de la part de la France? Déjà, il faudrait rappeler que c'était dans le cadre de la réciprocité, de la diplomatie. Vous savez qu'à un certain moment, le président français était invité ici. Il était l'année dernière et il y a eu un point de presse chaud, et qu'on l'avait tous suivi. Et dans le cadre de la réciprocité, Macron a aussi invité son homologue pour qu'il puisse discuter sur certaines questions. Mais je rappelle que Macron essaie de se racheter d'après lui. Non, mais c'est ça la diplomatie. Il était venu, il faut aussi l'inviter pour essayer de discuter parce que on a vu que sa visite justement dans plusieurs pays la question de l'Est très critiquée. Voilà, la question de l'Est, le Congo c'est l'un des grands pays francophones et la question de l'Est touche un peu le monde.
même si le monde semble un peu être du côté de l'agresseur, mais c'est une question très vitale, parce que si les Congos décapotent, c'est toute la sous-région qui sera en difficulté. On sent que au Conseil de sécurité de l'ONU, la France traîne de pas. Oui, aucune sanction. J'en arrive. Je reste d'abord dans les contextes de l'invitation. Donc, c'est dans le cadre de la réciprocité. Et déjà, les chefs de l'État congolais essaient un peu de bouder, parce que quand j'étais de l'autre côté, j'ai rencontré la première équipe d'avance qui est arrivée à Paris. Il fallait discuter sur certaines questions qui seront traitées entre les deux homologues. Mais seulement, ils se sont sentis un peu piégés, parce que quelques jours avant l'arrivée du chef d'État congolais sur le sol français, Macron est entré en contact avec Kagame. Ils ont eu un appel téléphonique, ça a été même publié sur les médias français, où ils ont discuté sur l'insécurité de l'Est, où Macron va dire que la solution part par une solution politique. Donc on sous-entend les dialogues. Alors que vous savez, la position du chef de l'État congolais, pour lui, les dialogues ne passent pas. Pas une guerre probable entre la RDC et les Rwandais. Il n'exclut pas ça. Et puis pour lui, les dialogues avec la M23, c'est une distraction. Il pense que l'agresseur, c'est les Rwandais. Alors qu'on veut l'imposer, les dialogues. Et là, j'ai quand même senti que Macron était un peu ouvert, mais je me dis, est-ce que c'est pas de l'hypocrisie? Ce qui vient de se passer ce matin, je me dis, ça doit être l'hypocrisie de la France, parce que là, on vient de bombarder, n'est-ce pas, à l'Est, dans une case des civils. Il y a autant de morts, pendant que les chefs de l'État de l'autre côté en train de discuter, pendant que Macron lui-même avait déjà pris langue avec Kagame au téléphone pendant quelques minutes. Les atrocités perdurent. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ils viennent encore d'attaquer. Voilà, des civils, des paisibles civils viennent d'être tués gratuitement. Merci. Donc je me dis, la position de la France, on va essayer de suivre, mais je pense que nous devons continuer à être vigilants, parce que la communauté internationale a toujours voulu être du côté de l'agresseur pour avoir nos minéraux à bas prix, alors qu'ils peuvent négocier directement avec les Congos. Pourquoi ils ne veulent pas négocier directement avec les Congos? Ils savent qu'en négociant directement avec les Congos, c'est donner la force à l'économie congolaise, et c'est relever l'économie du Congo. Et une fois que l'économie congolaise est relevée, c'est la sous-région qui va s'élever, parce que, comme l'avait dit l'autre, la gâchette, l'Afrique c'est comme un revolver où la gâchette se trouve au Congo. Donc le développement de l'Afrique partira du Congo. Et la communauté internationale va encore nous berner dans ces théâtres pour éviter à ce que nous puissions bénéficier de nos minéraux. Mais je pense que les chefs de l'État ne se feront pas avoir dans cette hypocrisie. Il faut parler franche. Tony Antoine Bendila, vous êtes du même avis? Je crois que les agissements du Rwanda démontrent combien Kagame fait preuve de mépris à l'égard des actions diplomatiques en cours. Nous avons les processus de Nairobi et de Luanda. Vous avez suivi Emmanuel Macron dire il n'y a pas longtemps lors de la conférence de presse avec le président Tshisekedi la solution doit passer par les dialogues. Au même moment, on voit les agissements sur les terrains. L'M23 et l'M23, mais c'est quoi l'M23? Mais c'est vide. C'est rien, c'est l'armée rwandaise. C'est connu, tout le monde le sait. Personne ne peut faire semblant. Mais aujourd'hui, quand on demande à la République démocratique du Congo d'accepter les dialogues, quand on veut imposer à la République démocratique du Congo les dialogues, mais qu'est-ce qu'on fait à la fin? On se réveille aujourd'hui les matins et on voit Goma être bombardé par ces terroristes. Malheureusement. C'est cela le problème. C'est-à-dire que cela prouve à combien, je l'ai dit, Paul Kagame et les M23, ces supplétifs font preuve du mépris de tout ce qui se passe actuellement en termes de dialogue. C'est-à-dire que aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a exclu aucun scénario. Même s'il faut aller... La France n'est pas sincère. La France peut être sincère ou pas, mais ce n'est pas les problèmes des Français. Ce ne sont pas des Français qui meurent à l'est du Congo. Ils viendront avec des discours et ils vont regarder, ils vont dire, bon voilà, une guerre ouverte entre la République démocratique du Congo et les Rwanda va entraîner des situations beaucoup plus critiques. Et ils seront juste... Ils vont se réserver à ça. Ils vont éviter qu'il y ait un affrontement direct. C'est ça la communauté internationale. Mais entre-temps, mais après, la réalité sur le terrain, la RDC et la République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple avant de revenir à la question. Mais voilà, mais pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a, ce sont les pillages des minerais congolais et ce sont ces multinationales qui achètent ces minerais via le Rwanda. Et les confrères, là, c'est bien dit.
si on échangeait, si ces multinationales-là avaient l'autorisation de venir discuter directement avec les Congos, c'est carrément, cela signifie qu'il faudra relever l'économie congolaise. Et une économie congolaise relevée, vous savez ce que cela signifie. C'est-à-dire, c'est ça le vrai enjeu. Il faut garder le Congo accroupi et continuer à négocier avec les Rwandais. Mais tout ce qui se passe là, la vérité est connue. C'est stratégique, on veut tirer des choses en longueur. Tout le monde sait que les Rwandais agressent le Congo depuis 96. Depuis qu'ils sont venus ici accompagner le fait président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, et les AFDL, ces gens-là sont partis, Laurent Désiré Kabila les a chassés. Ils sont revenus lors de la deuxième guerre du Congo, et puis venir pour faire accroupir les Congos. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même situation. Ils sont les mêmes chansons. La guerre de l'Est est une guerre purement économique, et les enjeux, ce sont les enjeux des métaux multinationaux. Non, en fait, ce sont les minéraux critiques, stratégiques, critiques qui se trouvent dans l'Est du Congo. Il faut les piller et pour avoir, voilà, faire fonctionner leurs industries. C'est cela, c'est ça, la réalité. Donc, sans ça, la RDC doit donc rien attendre de ses partenaires. Bon, dire que la RDC doit rien attendre, c'est un peu lourd, c'est un peu... voilà, mais moi je crois que c'est un peu extrémiste, mais je crois que la RDC doit continuer à échanger avec ses partenaires-là et regarder la vérité en face. La vérité est que le Rwanda ne partira pas du Congo. Donc voilà, on doit vraiment s'organiser pour mettre fin nous-mêmes et compter sur notre armée pour mettre fin à cette histoire-là. C'est cela la réalité. On doit donc se prendre en charge. On doit se prendre en charge. On est obligé. C'est une question de survie de la nation et de l'avenir de la République. On est obligé de prendre en charge. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Gauthier C également, merci. Merci, cher d'être venu sur ces plateaux des Coffi Télévision. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir accorder cette opportunité de débattre avec les confrères afin de dénoncer les délinquants financiers à qui nous attendons d'être transférés à Makala. Merci beaucoup. À vous également, très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces magazines Décrypte Éco. On va vous revenir prochainement avec un nouveau numéro. En attendant, passez une excellente suite de programmes sur Ecofin Télévision.